Bonjour à tous et bienvenue sur Mediapart pour une émission consacrée à l'université. L'université en crise, plus précisément, cette expression lui semble définitivement accolée. Aujourd'hui, 6 étudiants sur 10 s'inscrivent à l'université à l'issue de leur bac et cette population se chiffre à un peu plus de 2,5 millions d'étudiants. Pourtant, à en croire la communauté éducative, tout y va mal ou presque. Les caisses sont vides, les effectifs gonflent, l'échec y est important et la précarité des personnels y est croissante. Et la réponse politique absente ou presque. Nous allons explorer ces crises avec vous, François Vatin, professeur de sociologie à l'Université Paris-Ouest, et vous, François Bonnet. Bonjour. Bonjour. Donc, une première question d'actualité. La sélection à l'entrée du master vient d'être actée dans une relative unanimité. Mais vous êtes un peu en désaccord avec cet accord qui a été signé, car pour vous, c'est une mesure incohérente. Oui, alors il faut d'abord revenir sur la mesure et son origine. Tout prend sa source dans le passage au nouveau régime dit LMD, licence master doctorat. En 2002 ? Oui, en 2002. En fait, ça s'est étalé suivant les établissements sur un certain nombre d'années. Et qui a remplacé l'organisation antérieure qui était fondée en 3 cycles. Le premier cycle, on appelait le DUG, le second cycle, licence et maîtrise, et le 3e cycle, qui correspondait soit à une année professionnalisante, les DESS, soit à l'année de DEA, qui pouvait ouvrir éventuellement à des études doctorales. La règle qui existait depuis très très longtemps, c'est qu'il y avait une sélection à l'entrée en 3e cycle, c'est-à-dire en 5e année d'université, à l'entrée en DESS ou en DEA. Quand on est passé donc au LMD, 3 années de licence, suivies de 2 années de master, suivies éventuellement d'études doctorales, la cohérence aurait été à l'évidence de mettre en place une sélection à l'entrée du cycle de master, puisque mettre en place, entre les 2 années de master, c'est effectivement assez incohérent. Ça n'a pas été fait à l'époque, puisque le principe a été de maintenir la sélection là où elle existait, c'est-à-dire parfois à l'entrée en M1, puisqu'il y avait des maîtrises qui avaient un statut dérogatoire qui permettait à la sélection d'entrer en M1, soit donc à l'entrée en M2. Lors de la réforme LRU de Valérie Pécresse avait souhaité mettre en place la sélection à l'entrée en master, ce qu'elle n'a pas fait suite à un accord avec l'UNEF, sous l'autorité du président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, disant que ça allait mettre le feu aux poudres. Donc on a maintenu une situation qui était effectivement incohérente. Un statu quo avec des étudiants qui attaquaient des universités lorsqu'on leur refusait... Alors donc ça c'est venu assez tard. Hein. C'est venu assez tard. On a maintenu ce statu quo qui n'a pas été discuté pendant très longtemps, avec le maintien d'une sélection à l'entrée dans les M2, c'est-à-dire au cours du cycle de master. Bon. Mais vous faites comme si c'était facile d'obtenir, d'arriver jusqu'au master, parce qu'aujourd'hui, de fait, si tous les étudiants peuvent s'inscrire à l'université, tous n'y réussissent pas. D'après les derniers chiffres du ministère de juin 2016, seuls 28% des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans et 40% après 3 ou 4 ans. Mais si vous regardez la principale cause d'échec, vous verrez que c'est l'absence aux examens. Je veux dire, quand vous passez les relevés, le nombre de gens qui sont refusés en ayant toutes leurs notes est extrêmement faible. Donc, on a passé son temps depuis des années à mettre en place des dispositifs de plus en plus laxistes pour l'obtention des examens. Puisque vous avez un système qui est extraordinaire en France, où vous avez à la fois un régime de capitalisation, c'est-à-dire que chaque essai obtenu est conservé pendant des années, et un régime de compensation entre essais au sein de blocs, entre blocs au sein du semestre, et entre semestres au sein de l'année. C'est quand même difficile. Et à chaque fois, on négocie des dispositifs
de plus en plus favorables pour permettre l'obtention des examens. En dépit de ça, il est quand même difficile de donner des examens à des gens qui ne se présentent même pas. Mais ils ne se présentent pas parce qu'ils se sont aussi égarés, ils ont pris conscience qu'ils s'égaraient dans leurs études et qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Mais parce qu'une bonne partie du public, et même en master, n'est pas forcément à la demande de la formation dans laquelle il s'inscrit. Pour vous, ça reste un choix par défaut, principalement l'université aujourd'hui ? Pour une large partie du public, oui. Quand vous vous trouvez face, quand on prend le taux d'échec, quand vous vous trouvez face au public qui vient de baccalauréat professionnel et dont à peine 5% obtiennent leur licence, non pas en 3 ans, mais en 4 ans, je veux dire, ne croyons pas que ce sont des gens qui s'inscrivent à l'université avec le désir de réussir. Il y a des tas d'autres motifs qui font qu'on peut s'inscrire à l'université. C'est-à-dire que toute la difficulté, et quand je dis ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un point de vue négatif sur cette population, méprisant, etc. Je veux dire, l'erreur est de penser que l'université devrait être un instrument de politique de la jeunesse, devrait être le lieu qui peut accueillir toute la population à qui on donne le baccalauréat, même quand il n'a pas envie de faire des études supérieures. On met en lien avec cet entretien 2 articles. Un article que vous avez écrit dans la revue Commentaire, un article que vous avez écrit dans la revue Le Débat. Et vous faites un comparatif très intéressant entre ce que vous appelez la filière non sélective, c'est-à-dire l'université, et puis les autres filières sélectives, et vous notez à juste titre qu'il ne s'agit pas seulement des grandes écoles, des classes prépa, des BTS, etc., mais qu'il y a une multitude d'autres formations. La faille, est-ce qu'il n'y a pas une faille dans votre raisonnement qui est de considérer l'université comme une filière non sélective ? Parce que, je vais très vite, tout le monde connaît le taux de chute incroyable en première année, de l'ordre de 30 ou 40%, et puis l'écrémage continue en deuxième année et en année de licence, et finalement, les étudiants qui demandent à faire des masters, c'est quoi ? C'est 10% du premier effectif à l'entrée à l'université, 10 ou 15%. Donc, dans la filière non sélective que vous décrivez, n'est-elle pas au contraire une filière ultra sélective aujourd'hui ? Que ça soit fait dans le désordre, par le n'importe quoi, par les mauvaises orientations, etc., je vous l'accorde très volontiers, mais on est quand même dans une mécanique qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants qui postulent à des masters n'ont pas eu leur licence dans un paquet de bonus ou dans une pochette surprise. Ce serait heureux que ce soit le cas. Alors, il y a plusieurs choses à distinguer. D'abord, il y a toujours une confusion sur le terme université. C'est-à-dire, dans l'institution universitaire, vous avez des cursus sélectifs. Vous avez les IUT, vous avez la majorité des écoles d'ingénieurs qui dépendent des universités, vous avez les instituts d'études politiques. Donc, quand on prend le périmètre des universités-institutions, vous avez des filières sélectives et des filières non sélectives. Ce qu'on appelle effectivement communément l'université, c'est exclusivement les filières LMD, et puis aussi dans les filières sélectives, il faut rajouter aussi la fac de médecine, qui est une année de prépa, et ensuite un concours ou une école. Donc, c'est ce qui est cursus LMD. Il faut comprendre aujourd'hui que les cursus LMD, c'est à peine 40% des effectifs d'étudiants en France. Bon. Quand vous regardez effectivement dans le détail, je reprends ça dans l'article qui va paraître dans le débat, quand vous regardez dans le détail, vous voyez que quel que soit le baccalauréat, le taux d'inscription à l'université diminue quand la qualité du baccalauréat augmente. Vous prenez, en fait, en France aujourd'hui, le baccalauréat de référence, c'est le baccalauréat S. Ça représente 50% du baccalauréat général, qui lui-même représente 50% du baccalauréat total. Chez les bacheliers S, vous en avez simplement 20% qui s'inscrivent à l'université. Qui vont à l'université. 20%. Filière non sélective. En filière LMD. 20% simplement. Hein, c'est-à-dire, on a retiré les IUT, on a retiré les classes prépa, on a retiré la médecine, hein, il reste 20%. 10% en sciences, 10% ailleurs. C'est-à-dire que sur les bacheliers de référence en France, vous n'en avez que 20%. Si vous passez au bachelier S mentionné, vous tombez simplement à 10%. Donc il faut comprendre avec quel public, sur la base de quel public s'opère la sélection au sein de l'université. Et je dirais même mieux, autrefois, les universitaires étaient assez indifférents à ce qui se passait dans le DUG, en disant « c'est pas grave, laissons faire,
c'est effectivement un espace de tri. Et puis nous récupérons les gens qui viennent des classes prépa au niveau de la licence. Ce qui est encore un peu le cas pour le baccalauréat littéraire, mais qui est un baccalauréat qui a beaucoup perdu de sa valeur relative au sein des baccalauréats. Aujourd'hui, on a le processus inverse. C'est-à-dire qu'on a les écoles qui continuent à venir prélever l'infraction des étudiants qui correspond à leurs attentes au sein des premiers cycles universitaires. Alors, quand vous dites les gens qui arrivent en master, ce sont des gens ultra sélectionnés, moi, je vous donne mon expérience cette année. Mon premier cours en M1, j'ai une cinquantaine d'étudiants dans la salle, je fais un tour de table, et la première fille qui prend la parole m'explique, on est en M1, m'explique, texto, qu'elle est là par dépit. Je vais me dire par défaut, elle dit par dépit, ce qui est quand même assez fort. Pourquoi elle est là par dépit? Parce qu'elle voulait rentrer dans une école de marketing. Et je dis à quel prix? 6 000 € par an. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte que là, pour quasi graphiquement, vous avez des enseignants de bien meilleur niveau? Ah, ça, c'est vous qui le dites. Voilà. L'expérience concrète de l'universitaire que je suis, c'est ça. Alors, on peut, si vous voulez, continuer à la nier. Là, je suis simplement dans le récit anecdotique. Ce récit anecdotique, j'ai précisément essayé de l'objectiver en montrant les statistiques et en montrant comment ça se présentait. Mais du coup, pour vous, cette concurrence avec l'enseignement privé contribue à d'évaluer un peu plus l'université? Ou c'est le phénomène inverse? Mais le problème, si vous voulez, c'est que, voilà, c'est un peu triste à dire, mais le caractère sélectif d'une formation en fait la valeur symbolique. Donc, ce qui s'est passé depuis assez longtemps, on l'a bien vu avec le succès des IUT, hein, c'est très drôle, puisque un très grand sociologue français qui était Raymond Boudon avait décrété l'échec des filières universitaires courtes. Bon. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il n'a pas vu l'importance de l'effet sélectif pour valider, a priori, ce qui devait être un cursus de second ordre. Et moi, depuis que j'enseigne à l'université depuis 1982, depuis cette époque-là, j'ai vu se mettre en place ce système qui consistait à ce que les meilleurs bacheliers de sciences économiques et sociales allaient vers les IUT pour essayer ensuite de revenir vers l'université. Oui, mais ce que vous dites à la fin est intéressant, pour essayer ensuite de revenir à l'époque, vers l'université. sauf que les IUT ont mis en place des passerelles avec troisième année, des passerelles vers les écoles d'ingénieurs. Justement. Ils ne reviennent, c'est ce que je vous dis, ils ne reviennent plus. Donc ils ne reviennent plus, c'est ça que vous voulez. D'accord. Ils ne reviennent plus. Bon. À l'époque, effectivement, ils continuaient à revenir vers l'université. Donc, l'université, effectivement, se trouve dans une position symboliquement dévalorisée, et à partir de là, vous avez un effet d'auto-entraînement, si vous voulez. Ce qui fait la qualité d'une formation, c'est d'abord la qualité de son public. Plus, je dirais, vous avez un effet d'éviction, hein, quand dans un amphithéâtre, vous avez, en première année, vous avez 50% d'étudiants qui viennent de bac pro ou de bac sciences et techniques tertiaires, qui ont des chances de réussite en licence respectivement de 5 ou 20%, vous écrasez votre amphi. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, les meilleurs, effectivement, sont poussés à s'en aller. Donc, le mécanisme s'auto-entretient. Pardon, mais est-ce que vous n'êtes pas aussi dans une attitude qui est celle de nombreux enseignants à l'université, qui, effectivement, notant l'arrivée massive d'un nouveau public, ne matchent pas? Et est-ce que vous n'êtes pas dans une attitude, j'allais dire, assez conservatrice d'un enseignant d'université face à un public étudiant nouveau qu'il estime pas au niveau? Non, je vais vous le dire dans l'autre sens. Non, mais je vais vous le dire dans l'autre sens, en prenant le cas inverse. Je suis donc pour ma formation de master, hein, je tiens une commission d'équivalence, et donc à la rentrée 2015, je vois arriver un dossier d'une jeune fille qui a été reçue au bac S en 2010 avec une mention très bien, qui s'est inscrite en première année de médecine, qui n'a pas pu obtenir sa première année de médecine. Quand elle était inscrite en première année de médecine, il est probable qu'elle était dans une boîte privée pour préparer le concours
comme le sont une bonne partie des étudiants en première année de médecine, comme elle ne l'a pas eu, elle s'est réinscrite dans une prépa pour entrer dans une école de pédicure podologue qu'elle a eue. Elle a passé 3 ans dans cette école de pédicure podologue, et donc, au bout de 5 ans, elle n'avait pas de licence, et elle demandait à rentrer en master. Il se trouve qu'on a un cursus en M2 d'organisation de la santé et de la protection sociale, c'est pour ça que ça l'intéressait. Et si je l'ai accepté, c'est au vu de son bac, parce qu'elle avait eu un bac S avec mention très bien. Bon. Ma question, c'est pourquoi ce public ne va pas à l'université. Vous voyez, on peut inverser les choses. Au lieu de se demander, je veux dire, qu'on serait, je dirais, dans une attitude réactionnaire, traditionnelle, pas supporter un nouveau public. Non, la question n'est pas là. La question est de savoir pourquoi le public, a priori, le plus à même de faire des études supérieures longues, fuit massivement l'université. Si on résout ce problème-là... Alors pourquoi, justement ? Oui. Eh bien, j'ai essayé de vous expliquer quel était le mécanisme. Le mécanisme repose essentiellement sur la créance dans les études, qui est liée en bonne part à l'effet distinctif de la du sélection. pratique. Quand vous participez, ce qui est tout Mais à fait à ce moment-là, la logique Alors, de votre raisonnement, c'est de mettre une sélection à l'entrée à l'université. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt à ce moment-là. Nous sommes tout à fait d'accord, sauf que le problème est peut-être à poser un petit peu dans d'autres termes, je vais vous le dire. Mais la question est toute bête. L'université, comme n'importe quelle autre institution de formation, devrait avoir le droit de définir les prérequis de la population en fonction des cursus qu'elle doit suivre. Je veux dire, c'est une raison, je veux dire, c'est quelque chose absolument de bon sens. C'est-à-dire que, du point de vue de l'argent public, autoriser une population comme celle des baccalauréats professionnels à s'inscrire à l'université alors qu'on sait qu'ils n'ont pratiquement aucune chance, c'est indigne pour eux comme pour l'institution. Pardonnez-moi, mais ces prérequis, ils existent déjà par le type de bac. Un bac L, il ne va pas s'inscrire à la fac de maths. Un bac L, il ne va pas forcément s'inscrire en sciences éco à Nanterre où vous enseignez parce qu'il est à peu près certain de se faire rétamer. Donc le prérequis, il existe dans la nature du diplôme du baccalauréat. Non. Et on sait très bien, comme vous l'avez rappelé, que les bacs professionnels, c'est effectivement extrêmement difficile pour eux de réussir à l'université. Ils peuvent y accéder, ils ont très peu de chances d'y réussir. Ça, quand même, à peu près tout le monde le sait. Oui. Donc, est-ce que ces prérequis définis par la nature du bac, par le type de bac qu'ont les jeunes, vous le jugez insuffisant alors ? D'abord, c'est très clair, ça. Ça, effectivement, c'est un lait de l'histoire qui fait qu'il n'y a rien de comparable ailleurs dans le monde. L'université doit accueillir tous les bacheliers parce qu'en fait, le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. Hein, c'est effectivement ce que disait. Oui, bien sûr. Bon, donc, sauf que, je dirais, on a développé de façon délibérée le baccalauréat dans l'esprit d'une extension de l'enseignement secondaire et non pas du tout dans l'esprit d'un accès à l'enseignement supérieur. Bon, donc on a confondu délibérément un diplôme de fin d'études secondaires et un diplôme qui définirait les prérequis dans l'accès à l'université. C'est-à-dire que, très clairement, quand on a créé le baccalauréat technique puis le baccalauréat professionnel, ce n'était pas pour que les gens aillent à l'université. Simplement, on leur a donné le baccalauréat avec ce droit-là. Bon. C'était plutôt pour qu'ils fassent des BTS ou... Oui, ou même simplement parce qu'on était dans l'idée qu'il fallait augmenter la fraction de population qui arrivait en fin d'études secondaires avec un diplôme. Une bonne partie du problème vient effectivement de ce qu'on n'a jamais osé clairement réformer le baccalauréat et distinguer les diplômes de fin d'études secondaires de l'accès à l'université. À partir de là, toute une série de formations qui sont aujourd'hui sélectives étaient tout simplement des formations où on rentrait sans bac. Dans les écoles de commerce, on rentrait sans bac. Ouais. D'accord ? Donc, qui était, vous voyez, l'inversion qui s'est opérée. Moi, quand j'ai fait des études de sciences économiques à Aix au début des années 70, il y avait déjà l'école supérieure de commerce de Marseille. Les jeunes gens qui allaient à l'école supérieure de commerce de Marseille, c'était ceux qui n'étaient pas en mesure de suivre un cursus de sciences économiques à la fac. C'est cette inversion-là qui s'est opérée. Absolument. Donc si on veut conserver une université en France, il faut remettre les choses dans le bon sens. Autrement, on ne peut pas continuer
à considérer qu'on a une université avec des enseignants-chercheurs, parce que c'est quand même ça la base de l'université, c'est que l'enseignement est adossé à la recherche, pour s'occuper de la population qui n'a pas trouvé de place ailleurs. Mais vous expliquez que l'université n'attire pas. Or, aujourd'hui, les universités, justement, se plaignent de l'afflux d'étudiants. Là, à cette rentrée universitaire, il y a eu 40 000 étudiants supplémentaires. Et de l'autre côté, les universités n'ont pas l'argent pour absorber, justement, cette surpopulation étudiante. Et ça se traduit par des conditions d'accueil de plus en plus difficiles, avec des amphis en mauvais état, enfin, ce genre de choses. Faisons attention à toute une série de choses. D'abord, sur les locaux. Les locaux universitaires se sont considérablement améliorés en 40 ans. C'est absolument incomparable. Moi, j'ai fait toutes mes études dans des préfabriqués. Donc, oui, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a certains endroits où oui, non, mais ce que je veux dire, il y a de réelles difficultés. Attendez, je vais parler des effectifs, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut parler de l'université et de ses difficultés, il ne faut pas être tout le temps dans le même imaginaire. Allez vous promener même sur un campus comme celui de Nanterre aujourd'hui et comparer à ce que c'était même quand j'y suis arrivé au début des années 90, c'est incomparable. Donc c'est pas ça le problème. Et il y a eu des moyens qui ont été donnés dans le cadre de toute une série d'opérations, les collectivités locales sont intervenues, etc. L'équipement universitaire s'est beaucoup amélioré. Bon, ça c'est une chose. Les enseignants et la recherche. Non, mais sur les enseignants, les effectifs ont cru de façon considérable. Je veux dire, je ne voudrais pas vous donner des chiffres comme ça en vous disant des bêtises, mais disons que, en gros, ça a été multiplié par 2 en 25 ans. Donc, quand les problèmes d'effectifs étudiants dénoncés depuis quelques années, quand vous regardez à chaque fois où ça se trouve, c'est essentiellement 2 cursus, le droit et les STAPS. Les 2 filières en tension. Les 2 filières étant en tension. Bon, le droit, il faut bien comprendre la situation particulière du droit qui rentrerait pleinement dans votre modèle, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que le droit est le seul cursus pour lequel il y a, je mets de côté la médecine, puisque la médecine, on a bien vu que c'est un régime du concours, mais le droit autrement est le seul cursus pour lequel il y a un monopole professionnel qui fonctionne. Donc vous voulez faire une carrière de juriste, vous allez à la fac de droit. Il y a quelques petites entailles qui ont été faites, comme le droit qui a été donné à Sciences Po préparé au concours du barreau. Ça a fait hurler les professeurs de droit à l'époque, mais ça reste tout à fait marginal. Le jour où on autorise des écoles privées à préparer au concours du barreau, vous verrez comment les effectifs en droit vont fondre, comme ailleurs, si vous voulez. Le STAPS, ça relève probablement d'une autre logique. Il faudrait regarder à partir de là, je dirais, vous avez les inscriptions et puis vous avez le type de motivation lié aux inscriptions et ce que les gens peuvent en attendre. Je n'ai pas étudié de façon spécifique le public de STAPS, donc je ne pourrais pas vous le dire. Cela étant, ce qu'il faut bien voir, c'est ce que j'ai montré dans le premier article de commentaire, il y en a eu 2, c'est que le moment où l'université est rentrée en crise ouverte, c'est-à-dire au milieu des années 90, ce n'est pas en raison des sureffectifs, c'est au contraire par le fait de la chute des effectifs. C'est-à-dire que quand vous regardez toute la période antérieure, eh bien, en gros, l'université s'en sortait parce que vous aviez une croissance exponentielle de sortie de bac, vous aviez des cursus extérieurs à l'université qui existaient, mais bon an, mal an, les universités arrivaient à continuer à rassembler une population ayant à peu près les qualités requises et à partir de là, à mettre en place effectivement ce système de sélection pyramidale. Ce qui s'est passé au milieu des années 90, c'est que vous avez eu une chute, une stabilisation des sorties de bac, une croissance continue des effectifs dans les cursus non universitaires, et à partir de là, effectivement, une baisse des effectifs à l'université, mais une baisse qui s'est opérée par le haut, par un écrêtage des meilleurs. Et ceci n'a pas été mis en cause après. C'est-à-dire que quand, dans l'article du débat, je mets en place un graphique qui est très cruel, en prenant en même base statistique, en 1997,
l'évolution des effectifs hors de l'université, à l'université, le taux de chômage. Et on voit que l'évolution des effectifs hors université est indépendante du taux de chômage et que seule l'université est liée au taux de chômage. C'est-à-dire que la croissance massive qu'on a assistée dans la période 2009-2013 des effectifs étudiants s'explique directement par les conséquences durables des jeunes de la crise de 2008. Alors, oui, pardon, j'avais un dernier mot. Mais ce que vous décrivez, c'est donc une université en crise permanente, crise qui ne cesse de s'approfondir. En gros, elle est en train, j'essaye de résumer votre propos, d'être disloquée par tout le secteur que vous appelez ou privé, filière sélective, etc. Donc, la piste de sortie de crise, c'est quoi? C'est de faire de l'université comme les autres, c'est-à-dire de mettre une sélection à l'entrée ou en deuxième année, ou est-ce que c'est de reconstruire l'université sur des bases nouvelles, par exemple avec des politiques publiques qui ne donneraient pas systématiquement la priorité, ou à peu près, à ces filières dites sélectives? Quelles sont les sorties? Les marges de manœuvre. Surtout, le point complémentaire que je voulais donner tout à l'heure et qui est important pour répondre à votre question, c'est que ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, c'est que les places dans les filières sélectives publiques n'augmentent plus. Le nombre de places en IUT, c'est l'électroencéphalogramme plat. Et donc, une des conséquences de ce que nous connaissons, c'est effectivement le développement sans précédent de l'enseignement supérieur privé. Ce qui est reconnu dans les Alors, statistiques c'est publiques. écoles de commerce. Ce sont les écoles de commerce. Ce sont, alors, par exemple, les préparations aux écoles d'art, à la Absolument. médecine, au paramédical, présentation les écoles aux de écoles de médecine, ça journalisme. va contenir, au paramédical, au social. Effectivement, aux écoles d'art, ça c'est l'exemple typique de ce que vous disiez tout à l'heure. C'était les écoles qui recrutaient sans le bac. Ouais. D'accord, qui maintenant font un concours avec donc des prépas. Des écoles de journalisme, aussi. Non. Et donc l'enseignement supérieur privé, globalement, alors les cathos, les universités catholiques qui ont explosé. Donc, énormément de choses qui ont, quand on parle de la croissance au cours de ces dernières années des effectifs universitaires, vous voyez qu'à l'université, les effectifs ont cru de façon bien moins considérable. Vous m'excusez là de ne plus avoir le chiffre en tête, mais c'est en gros, au cours de ces 15 dernières années, ça a cru de 80% les effectifs d'enseignement supérieur privé. Donc c'est absolument considérable. Donc ça met en cause, effectivement, la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas effectivement que l'enseignement supérieur privé, c'est aussi tout ce que j'appellerais le parapublic. C'est-à-dire qu'une des conséquences de ça aussi, ce sont les organismes à statut dérogatoire, ce qu'on appelle les grands établissements, c'est-à-dire comme Sciences Po, comme Dauphine. Que font ces établissements? De plus en plus, ils renoncent aux titres universitaires publics pour mettre sur le marché des titres qui sont validés par leur propre marque et qu'ils font reconnaître par les systèmes de certification internationaux et qui leur donnent à ce moment-là la totale liberté de définir leur droit d'inscription puisqu'ils ne sont plus dans le système universitaire public. Et ceci avec des moyens publics. Absolument. D'accord ? Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que... alors, face à ce paysage, quelles sont les pistes de reconstruction de l'université? Alors, c'est bien pour ça que... Parce qu'on a l'impression que sur ce quinquennat qui devait redonner priorité à la jeunesse et qui a récupéré une population d'universitaires assez traumatisée par le quinquennat précédent, on a l'impression que rien n'a été fait sur l'université et qu'on maintient justement cette chute inexorable. Clairement, rien n'a été fait pour toute une série de raisons. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir Donc, ce qui est assez frappant, c'est que dans les réseaux autour du Parti socialiste et de ses alliés, lors de la campagne électorale de 2012 et des années précédentes,
nous avons été sollicités, avec Olivier Beau, Alain Caillé, j'ai même fait le chapitre sur l'université pour l'ouvrage de Martine Aubry, j'ai été battre les planches avec Payon à Marseille, j'ai été invité à l'université TDT Vert, bon, et j'ai même été reçu à l'automne 2010 par François Hollande, à sa demande, pour parler de ça. Il m'a écouté pendant 1 heure, et rétrospectivement, je considère que le seul effet de l'entretien que nous avons eu, c'est que pendant la campagne électorale de 2012, il n'a jamais prononcé le mot université à ma connaissance. Oui, c'est pas été... oui. Je pense que je suis responsable. Vous l'avez définitivement écœuré. Vous l'avez traumatisé. Mais ce qui était très frappant, c'est que quand François Hollande m'a reçu, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'autonomie ? C'est une bonne chose, l'autonomie. » Donc, clairement, il y avait, et ça c'est pas nouveau, on le savait très bien, il y avait un total accord entre la gauche et la droite du gouvernement sur, en gros, ce qu'était la loi LRU, et que donc la loi Fioraso n'a fait que confirmé. confirmer la loi LRU, au contraire. Je veux dire, donc, comment dire, vu de l'intérieur, c'est un peu effrayant parce qu'on passe son temps à modifier les institutions pour savoir s'il faut 2, 3 ou 40 conseils, ce dont tout le monde se fiche, et il n'y a aucune réflexion sur les missions de l'université. Moi, ce que j'étais venu expliquer à François Hollande, c'est quelles pouvaient être les missions de l'université. Bon. Donc, très clairement, bon, on n'est pas la preuve directe, mais c'est ce que tout le monde a dit, et je pense que c'est assez fondé quand on observe. La seule mission que François Hollande a donnée à ses ministres en la matière, c'est qu'il n'y ait pas de désordre. Bon, et de ce point de vue-là, opération réussie. Les pistes de sortie de crise, alors. Alors, les pistes de sortie de crise. Je pense qu'il y a effectivement 2 choses à distinguer. La première, c'est effectivement l'urgence, le master. C'est bien pour ça que la question sur laquelle nous sommes partis tout à l'heure me paraît absolument essentielle. Au point où nous en sommes, il est impératif d'arriver à protéger le master dans sa plénitude, c'est-à-dire de rendre pleinement les universités à même de définir le public susceptible de suivre ce cycle, que ce public vienne des licences universitaires ou viennent d'ailleurs précisément. C'est-à-dire, donc ça c'est l'arme de la sélection pour... C'est-à-dire faire en sorte que le master devienne le lieu de référence de la formation supérieure en France. D'accord. Bon. Ensuite, il y a la question de que faire du premier cycle universitaire. Et est-ce que dans l'état actuel des choses, on peut imaginer revenir à l'université d'il y a 40 ans? À mon avis, clairement non. Bon, c'est-à-dire que là, il faudra effectivement réfléchir à l'avenir du cycle de licence. Ça pose énormément de problèmes parce que les choses ne sont pas forcément considérées de la même manière suivant les disciplines, parce que on a, comme je le rappelais quand même tout à l'heure, recruté quand même énormément d'enseignants-chercheurs qu'on met dans des situations professionnelles passablement absurdes quand ils se trouvent face à des missions d'enseignement qui ne correspondent pas du tout à la logique de leur métier. Quand moi j'ai un jeune collègue qui me dit on fait 2 métiers, je trouve ça effrayant. Moi, je ne suis pas rentré à l'université pour faire 2 métiers en considérant que mon travail d'enseignement, ça n'avait rien à voir avec mon travail de recherche. Il faut que les 2 soient cohérents. Je veux dire, la spécificité de l'enseignement universitaire, même au niveau de la première année, c'est que je dois pouvoir faire bénéficier les étudiants de ma réflexion personnelle. Et alors, 3e piste, comment on réoriente, ou faut-il réorienter des politiques publiques vis-à-vis de tout le secteur, j'allais dire, à la fois sélectif et privé. C'est ça, parce que vous n'en parlez pas, mais il y a eu quand même récemment un rapport parlementaire qui prônait la quasi-suppression de Polytechnique, ou une réforme d'une telle ampleur que ça revenait à démanteler l'empire polytechnique. Il y a toutes les critiques récurrentes qui sont faites sur quel type d'élite on produit avec notre système soi-disant admiré dans le monde entier des grandes écoles. Enfin, donc là, il y a quand même des politiques publiques. Est-ce qu'il faut réorienter ces politiques publiques? Alors, je pense qu'il y a 2 choses à distinguer. Il y a effectivement la question des grandes écoles, au sens historique du terme, et
on voit bien que ce qu'essayent de mettre en place les politiques publiques depuis un certain nombre d'années, c'est, en lieu et place des grandes écoles, des champions, si je peux dire, pour parler dans la terminologie moderne, qui soient susceptibles de trouver leur place au classement de Shanghai, pour dire les choses brutalement. Oui. Bon. Donc l'affaire de Polytechnique-Saclay, c'est bien de ça dont il s'agit. Mais ça ne résout pas la crise de l'université, ça. Alors, à mon avis, ça ne résout pas la crise de l'université. On voit bien effectivement comment est en train de se mettre en place douloureusement, peut-être effectivement, quelques grandes universités de recherche, le projet d'une grande université scientifique à Saclay, qui pourrait à ce moment-là complètement absorber Polytechnique. Ça crée des résistances, on s'en doute bien, comme vous avez quand même cette extraordinaire association qui s'appelle PSL, Paris Sciences et Lettres, où vous avez maintenant dedans Dauphine, l'École normale supérieure, l'École des études en sciences sociales, et j'en passe et des meilleurs. Bon, on voit bien comment peut, à partir de là, se reconstituer quelque chose qui serait l'Université de Paris. Bon. Je pense qu'il faut prendre après le problème à un autre niveau. Et c'était celui que je vous évoquais tout à l'heure et qui était ce que j'avais essayé de dire à François Hollande. C'est-à-dire que l'erreur, à mon avis, est de considérer que l'université serait le principal instrument de la politique de la jeunesse dès lors qu'on lui a donné le baccalauréat. On a un problème de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, pour reprendre la terminologie de 81, qu'il faut poser de façon globale, avec ou sans le baccalauréat. Moi, j'ai commencé à travailler au début des années 80, au ministère de la Jeunesse et des Sports à l'époque. Le mot d'ordre, c'était plus un jeune sorti au niveau 6 et 5 bis de l'éducation nationale, c'est-à-dire sans le CAP. Parce que si on avait le CAP, effectivement, on avait un taux de chômage qui était beaucoup plus faible. Et puis ensuite, on est passé à 80% d'une classe d'âge au bac, et puis à 50% d'une classe d'âge à la licence. Et quand j'ai débattu avec Geneviève Chorazo sur iTélé, son discours, c'est il faut bien permettre aux gens de rentrer en master parce qu'on ne trouve pas de boulot avec la licence. C'est ce qu'elle a dit texto à la télévision. Bon. Il faut radicalement sortir de cette logique-là, qui correspond à une conception instrumentale des études, qui est forcément déceptive. C'est-à-dire que dès lors que vous ne donnez aux études qu'une valeur extrinsèque par rapport à ce que ça peut permettre d'obtenir sur le marché du travail, et que vous raisonnez de cette manière-là, eh bien, vous créez de la déception. Parce que ce qui est vrai pour un individu isolé, toute chose égale par ailleurs, n'est pas vrai collectivement. Si vous dites à quelqu'un tu as plus de chance avec le master, c'est vrai. C'est pas pour ça qu'en donnant le master à tout le monde, on va s'en sortir. Bon. Donc, il faut revenir à une logique où on va faire des études par l'attente intrinsèque qu'on en a. Et pas continuer à angoisser les jeunes Français dans cette, ce que Boudon appelait l'inflation scolaire, dans cette inquiétude avec l'idée qu'il faut absolument qu'ils accumulent des titres sans s'intéresser au contenu. Je prends la comparaison... Pour vous, c'est l'orientation qu'il faut revoir ? Il y a une philosophie profonde de l'éducation qui est à reprendre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on instrumentalise... C'est pas, oui, parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'on est dans un malthusianisme scolaire, en disant il ne faut pas que les gens acceptent. Oui, mais non, pardon, je vous interromps, mais pourquoi la puissance publique laisse-t-elle prospérer un tel secteur privé de l'enseignement supérieur? Vous citiez par exemple les études de médecine, où effectivement maintenant la première année pratiquement est doublée d'une prépa privée, qui coûte des milliers d'euros. Pourquoi on laisse faire ça? Pourquoi la puissance publique laisse faire ça? Pourquoi, à la limite, parce qu'elle y trouve des avantages politiques à court terme. C'est ça que j'essaie de vous expliquer à propos de ces logiques d'inflation scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a clairement été instrumentalisé par les pouvoirs publics. Ça occupe les jeunes, c'est ce que vous voulez expliquer? Alors, des jeunes qui seraient par ailleurs au chômage? Eh bien, le discours de bon sens, il vaut mieux être sur les bancs de la fac qu'au chômage, sert clairement à la puissance publique pour se dédouaner effectivement d'une réflexion profonde sur la question, ce qui ne règle rien à la question du chômage d'un côté, et qui de l'autre côté, effectivement, démolit l'université comme institution de référence de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. C'est ça que j'essaie de dire. Je prends simplement l'exemple de la santé pour bien expliquer ce que je voulais dire.
c'est comme si vous considériez que la santé était moins bien en soi parce que les autres étaient en bonne santé aussi. Obtenir une formation, ça doit être un bien en soi, indépendamment de savoir si les autres l'ont aussi. Savoir lire et écrire au début du XXe siècle, c'était distinctif, ça l'est plus aujourd'hui. Ça reste un savoir en soi. Donc tant qu'on n'aura pas réinstauré cette logique-là, en dissociant la question du savoir, de sa diffusion, de ce problème du classement social, eh bien, effectivement, on instrumentalisera l'université dans un rôle qui n'est pas le sien. Bon, ce sera le mot de la fin, on doit s'arrêter. Merci. Donc, merci François Vatin, merci François Bonnet. Et donc, nous, on se retrouve très bientôt sur Mediapart. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.